Bien, bonjour à tous et merci à vous d'être venus encore une fois pour la dernière séance de ce cours. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une propriété qui a trait à la géométrie à l'infini de UTFN, qui est ce qu'on appelle sa moyennabilité à l'infini. Donc je vais commencer par vous introduire cette notion, vous dire quelles sont les motivations derrière l'étude de cette notion-là, et ensuite on verra comment l'étudier dans le cadre des automorphismes de groupes libres à l'aide toujours des différents espaces sur lesquels UTFN agit. Bien, donc dans tout ce cours, tous les groupes que je considérerai seront des groupes dénombrables, même si j'oublierai peut-être parfois de le préciser, mais tous les groupes que je considérerai seront dénombrables. Et il y a une notion centrale en géométrie des groupes qui a été mise à jour par von Neumann dans les années 20 lors de son étude du paradoxe de Banach-Tarski. Vous savez, ce paradoxe qui vous dit que vous pouvez prendre une sphère d'air égale à 1, la couper en un certain nombre de morceaux qui seront des morceaux non mesurables et recoller ces morceaux d'une autre manière pour former deux sphères d'air égale à 1. Bien, dans l'étude de ce paradoxe, von Neumann a montré en fait que le paradoxe pouvait s'interpréter via certaines décompositions paradoxales de groupes libres. Et il a dit ça en disant que le groupe libre était non moyennable. Donc la notion qu'il a mise en avant, c'est la notion de groupe moyennable. Et on dira qu'un groupe, disons un groupe dénombrable gamma, est moyennable s'il satisfait l'une des conditions équivalentes suivantes. Donc, il y a énormément aujourd'hui de caractérisations possibles de la moyennabilité. Je vais vous en donner deux. La première, c'est en fait la définition originelle de von Neumann, qui est de dire que gamma est moyennable si vous pouvez trouver une mesure finiment additive sur le groupe gamma qui soit invariante par translation à gauche. Autrement dit, il existe une application mu qui va de l'ensemble des parties de gamma à valeur dans le segment 0,1 et qui satisfait les hypothèses suivantes. Donc déjà, vous demandez que la mesure du groupe gamma tout entier soit égale à 1. Ensuite, vous voulez que votre mesure soit finiment additive, c'est-à-dire qu'étant donné deux parties disjointes de gamma, eh bien, vous demandez que la mesure de leur union soit égale à la somme des mesures respectives de A et de B. Et enfin, vous demandez une propriété d'invariance par translation à gauche, à savoir qu'étant donné une partie de gamma et un élément du groupe, et bien, si vous regardez la mesure de l'ensemble A que vous avez translaté par l'élément gamma, ça va être la même que la mesure de A. Alors, remarquez ici que dans la définition, c'est important en fait de travailler avec des mesures qui sont finiment additives et pas des mesures de probabilité. La raison, c'est que donc, si vous êtes dans un groupe dénombrable, si vous vouliez une mesure de probabilité qui soit invariante par translation à gauche, eh bien, l'invariance par translation, ça vous entraînerait que la mesure de tout singleton est la même, et donc elle devrait être toujours nulle si le groupe est infini. Et du coup, comme vous avez un groupe infini dénombrable, si vous aviez une mesure de probabilité, ça vous entraînerait que la mesure du groupe gamma tout entier devrait elle aussi être nulle, ce qui serait évidemment pas intéressant. Donc dans cette définition-là, c'est important de travailler avec des mesures finiment additives et pas des mesures de probabilité. Mais par contre, en fait, si vous voulez travailler avec des mesures de probabilité, il y a un critère équivalent qui est dû à Reiter et qui vous dit que vous ne pouvez certes pas trouver une mesure de probabilité invariante par translation à gauche sur le groupe, mais ce que vous pourrez trouver, c'est une suite de mesures de probabilité sur le groupe qui soit de plus en plus invariante par translation à gauche. Donc un critère équivalent de la moyennabilité établie par Reiter, c'est de demander qu'il existe une suite de mesures de probabilité sur le groupe gamma qui soit asymptotiquement invariante par translation à gauche, au sens où, quel que soit l'élément du groupe que vous choisissez, si vous regardez la différence en norme entre la mesure nu n et sa gamma translatée, eh bien, cette norme va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ou qu'est-ce que j'appelle ici la gamma translatée de la mesure nu n? C'est simplement la mesure qui est définie grâce à l'action de gamma sur lui-même par translation à gauche, comme ceci.
Alors, peut-être donnons quelques exemples. Bon, évidemment, tous les groupes finis en fait, sont moyennables, mais ce n'est pas forcément ceux qui nous intéressent le plus en géométrie des groupes. L'exemple le plus simple d'un groupe infini moyennable, c'est simplement Z. Et une façon de voir la moyennabilité, si vous utilisez le critère de Reiter, c'est de poser pour mesure nu n la mesure de probabilité uniforme sur l'intervalle moins nn. Vous voyez que ces mesures de probabilité sont bien asymptotiquement invariantes, parce que si vous prenez n'importe quel élément petit a dans Z, eh bien pour n suffisamment grand, la différence symétrique entre l'intervalle moins nn et son translaté par a, qui est l'intervalle moins n plus a, n plus a, la différence symétrique va être négligeable par rapport à la taille de l'ensemble. Et au niveau des mesures, ça vous dit bien que la différence en norme entre les deux mesures va tendre vers 0. Plus généralement, en fait, vous montrez comme ça que tous les groupes abéliens sont moyennables. Et puis vous avez des propriétés de stabilité de cette notion. Donc la moyennabilité, c'est une notion qui est stable par passage à un sous-groupe, par passage à une extension de groupe. Une extension de groupe moyennable va encore être moyennable, ou par exemple par passage par prise d'union croissante. Donc ça, ce n'est pas forcément évident à partir de ces définitions que je vous ai données, mais bon, ce sont des propriétés de stabilité qui sont vérifiées, et en particulier, du coup, puisque vous avez stabilité par extension, vous voyez que tous les groupes résolubles, par exemple, vont être moyennables. Il y en a bien d'autres, par exemple, c'est vrai aussi que tout groupe dénombrable dans lequel, si vous regardez les boules pour la métrique des mots, et si la croissance des boules est sous-exponentielle, eh bien alors le groupe va aussi être moyennable, ce qui vous engendre une classe encore plus grande de groupes moyennables. Bon, à l'inverse, l'exemple fondamental de groupe qui n'est pas moyennable, ça va être les groupes libres non abéliens. Donc, par exemple, si vous prenez un groupe libre à 2 générateurs, eh bien, il ne va pas être moyennable. Et ça, c'est l'argument qui avait été donné par von Neumann dans son étude initiale. C'est de dire, si le groupe libre était moyennable, eh bien vous pourriez trouver une mesure mu comme dans la définition de von Neumann de la moyennabilité. Bon, mais maintenant, tout élément du groupe libre, vous pouvez le voir comme un mot réduit en les lettres A, B et leurs inverses formelles. Un réduit voulant dire que vous ne mettez jamais une lettre suivie de son inverse. Et je vais faire la chose suivante. Donc, je vais regarder l'ensemble XA, qui va être l'ensemble des mots réduits qui commencent par la lettre A. Bon, bah, si je considère cet ensemble, vous voyez qu'ils sont translatés par A inverse. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est? Donc, si je prends un mot qui commence par A et que je lui applique A inverse, ça consiste simplement à effacer la première lettre. Mais maintenant, la deuxième lettre d'un mot qui est dans XA, eh bien, ça peut être n'importe quoi, sauf A-1, puisque mon mot est réduit. Donc, en fait, cet ensemble-là, c'est la réunion de XA, XB, XB-1 et de l'élément neutre du groupe, puisque A est dans XA. Bon, mais maintenant, si vous aviez une mesure mu sur le groupe libre, comme dans la définition de von Neumann, l'invariance par translation à gauche vous direz que la mesure de A-1 XA doit être égale à la mesure de XA. Mais par ailleurs, l'additivité vous direz que c'est aussi égal à la somme des mesures de XA, mesure de XB, mesure de XB-1 et la mesure du singleton. Et donc, vous déduisez que la mesure de XB, XB inverse ou du singleton neutre doit être nulle. Et puis évidemment, par symétrie, si vous inversez les rôles de A et B, vous obtenez aussi que XA et XA-1 doivent être de mesure nulle. Et maintenant, ça, c'est une contradiction, puisque ces 5 ensembles-là partitionnent le groupe libre, puisque chaque élément commence par l'une des 4 lettres. Et donc, par additivité encore, vous devriez avoir que la mesure du groupe libre doit être nulle, ce qui est une contradiction. Donc un groupe libre ne peut pas être moyennable, et du coup, puisqu'on a stabilité par sous-groupe, dès que vous avez un groupe qui contient un sous-groupe libre non abélien, eh bien, il est forcément non moyennable.
Par exemple, le groupe OutFN auquel on s'intéresse, il contient énormément de sous-groupes libres non moyennables, de sous-groupes libres non abéliens, et donc il est loin d'être moyennable. Bien, donc cette définition de moyennabilité, c'est une notion qui est à la fois très riche parce que, comme je vous disais, on a aujourd'hui beaucoup de caractérisations équivalentes de la moyennabilité et du coup on est capable de montrer énormément de choses sur les groupes moyennables, mais elle a ce défaut que c'est une classe très restreinte de groupes, encore une fois, du fait de cette obstruction que tout groupe qui contient un sous-groupe libre non abélien est forcé d'être non moyennable. Du coup, c'est posé la question d'essayer d'élargir cette notion de moyennabilité pour inclure une plus grande classe de groupes. Et une notion qui est naturellement apparue, c'est l'idée de dire que vous avez des groupes qui sont non moyennables, mais qui vont avoir des actions moyennables sur deux espaces intéressants. Et donc, on a la définition suivante. Donc, on dira qu'un groupe gamma est moyennable à l'infini. C'est la notion qui va nous intéresser aujourd'hui. S'il admet une action topologiquement moyennable sur un espace compact, évidemment, il faut que je vous dise ce que ça veut dire que l'action de gamma sur x est topologiquement moyennable. Bien, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'on va élargir en fait le critère de Reiter. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est qu'à tout point de l'espace X, vous puissiez associer une suite de mesures de probabilité sur le groupe qui soit de plus en plus équivariante vis-à-vis de l'action de gamma sur X. D'accord ? Donc, il existe une suite d'applications continues de l'espace X à valeur dans l'espace des mesures de probabilité sur gamma, espace que je vais munir de la topologie de la convergence simple. Et qui est asymptotiquement équivariante, au sens où, si vous prenez n'importe quel élément du groupe, et que vous regardez maintenant la différence en norme entre la mesure associée au point gamma x, donc ça, ce que je note comme ça, étant donné un point x, je lui associe une mesure nu x, de probabilité sur gamma. Donc je regarde la différence entre la mesure que j'associe au point gamma x et la gamma translacée de la mesure que j'associe au point x. Eh bien, cette différence-là doit tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et ce, uniformément en x. Donc ça, c'est la définition d'une action topologiquement moyennable. Et si vous avez une action topologiquement moyennable sur un espace qui est compact, vous dites que le groupe est moyennable à l'infini. Alors il s'avère qu'en fait, dans la définition ici, l'uniformité en x n'est pas si importante que ça, de même que, alors là j'ai demandé que les applications étaient continues, la continuité n'est pas non plus fondamentale en fait, puisque vous avez un résultat qui est dû indépendamment à Ozawa et Renaud, qui vous dit qu'en fait, cette notion de moyennabilité topologique, c'est une notion qui est purement borelienne, au sens où si vous avez une action d'un groupe dénombrable sur un espace compact, qui vérifie simplement les hypothèses suivantes, donc vous pouvez trouver une suite de mesures simplement boreliennes de x à valeur dans les probabilités sur gamma, et qui est asymptotiquement équivariante, mais en un sens non uniforme, donc pour tout gamma dans gamma et pour tout x dans x, la différence en norme 1 entre un gamma x et la gamma translatée de un x tend vers 0. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une action moyennable en un sens borélien. Bien ça, en fait, ça suffit à assurer la moyennabilité topologique. Je ne vais pas vous donner tout de suite la démonstration de ce théorème-là. Ça repose sur une application astucieuse du théorème d'Anne-Banach, mais en fait j'y reviendrai vers la fin du cours. On va voir quelque chose d'analogue. Bien, donc ça, cette notion-là, c'est bien une notion
qui étend la notion de moyennabilité, puisque vous voyez par le critère de Reiter, dire qu'un groupe est moyennable, c'est dire que vous pouvez trouver une suite de probabilités nu n indépendante de tout point x. Autrement dit, dire que gamma est moyennable, c'est équivalent à dire que l'action de gamma sur un point, simplement, est topologiquement moyennable. Mais maintenant, un avantage de cette notion-là, c'est qu'elle va inclure une classe beaucoup plus grande de groupes, et en particulier maintenant, eh bien, les groupes libres sont moyennables à l'infini. En fait, ce qu'on montre, c'est que l'action d'un groupe libre sur son bord à l'infini, en tant qu'espace hyperbolique, ça c'est bien un espace compact, est topologiquement moyennable. Alors, je pense que ça vaut le coup que je prenne quelques minutes pour vous expliquer la démonstration classique de ce fait-là, parce qu'en un sens, c'est l'exemple typique qui vous montre la manière dont on montre en général qu'un certain groupe est moyennable à l'infini, par des arguments de nature géométrique. Donc, vous avez votre groupe libre, j'en dessine un graphe de Cayley. Je vais fixer une origine dans mon graphe de Cayley qui représente l'élément neutre du groupe. Et donc, ce qu'il me faut, c'est à tout point dans le bord à l'infini du groupe, qui correspond à un rayon géodésique dans le groupe issu de l'élément neutre, eh bien, je dois associer une suite de mesures de probabilité nu n xi, et ce de manière asymptotiquement équivariante. Donc la définition qu'on va faire, ça va être la suivante. Donc je vais regarder le rayon géodésique qui définit mon point xi, l'unique rayon géodésique partant de E qui définit mon point xi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir pour nu n xi la mesure de probabilité uniforme sur les n premiers points du groupe que je vois le long de ce rayon. Donc ça, je la définis comme la probabilité uniforme sur les n premiers éléments du groupe le long du rayon issu de l'origine et pointant vers xi. Et maintenant, pour vous montrer l'équivariance asymptotique, ce qu'il me faut faire, c'est comparer en norme la mesure nu n xi avec, disons, gamma inverse de nu n gamma xi, où gamma est un élément du groupe libre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux mesures-là? Donc, la mesure nu n xi, c'est celle qui est définie à l'aide du rayon rouge. Et qu'est-ce que c'est que gamma inverse nu n gamma xi? Donc, nu n gamma xi, c'est la mesure qui est définie à partir d'un rayon qui est issu de E et pointe vers gamma xi. Donc, si je translate par gamma inverse, je suis en train de regarder une mesure qui est définie par un rayon qui est issu de gamma inverse et qui pointe vers xi. D'accord? Autrement dit, cette mesure-là, gamma inverse nu n gamma xi, eh bien, c'est la mesure de probabilité uniforme sur les n premiers points du groupe que je trouve le long du rayon jaune. Mais maintenant, vous voyez ici le point géométrique important dans un groupe libre, c'est que si vous avez deux rayons qui pointent vers le même point à l'infini, eh bien, au bout d'un moment, ils sont forcés de coïncider. Et donc, en fait, si n est suffisamment grand, la différence symétrique entre les n premiers points sur le rayon jaune et les n premiers points sur les rayons rouges, elle est négligeable en taille par rapport à n, puisque la différence entre les deux ensembles diffère que d'un morceau initial. En fait. Et donc, au niveau des mesures, ça se traduit bien par la convergence vers 0 de la différence en norme entre ces deux mesures. Et en fait, dans ce cadre-là, ce n'est pas difficile de voir que la convergence est uniforme en xi, parce que vraiment, la norme de la différence dépend que des positions relatives de E et gamma-1 dans le groupe libre. Donc c'est vraiment ce phénomène géométrique, le fait que, étant donné un point à l'infini, deux rayons qui convergent vers ce point
doivent coïncider au bout d'un moment, qui vous permet de montrer la moyennabilité à l'infini des groupes libres. Et c'est souvent ce genre de phénomène géométrique qu'on cherche à montrer pour prouver qu'un groupe est moyennable à l'infini. Donc ce résultat sur les groupes libres, il a été généralisé à un certain nombre de groupes. Par exemple, Adams a montré que plus généralement, tous les groupes hyperboliques au sens de Gromov sont topologiquement moyennables, et là, sont moyennables à l'infini, et là encore, en fait, l'action du groupe sur son bord à l'infini est topologiquement moyennable. Et puis, en fait, ça a été étendu à beaucoup de classes de groupes qui, sans forcément être hyperboliques, vérifient des sortes de phénomènes d'hyperbolicité. Par exemple, un cadre qui nous intéresse, c'est les groupes modulaires de surface. On sait qu'ils sont moyennables à l'infini par un théorème montré indépendamment par Kida et Amenstedt. Et donc, le résultat que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est un théorème qu'on a obtenu en collaboration avec Besvina et Girardel, qui vous dit donc que pour tout n, le groupe OutFn des automorphismes extérieurs d'un groupe libre est moyennable à l'infini. Bien, et donc aujourd'hui je voudrais vous présenter les idées qui interviennent dans la démonstration de ce théorème-ci. Mais avant ça, je vais commencer par vous donner quelques motivations derrière l'étude de cette notion de la moyennabilité à l'infini. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de montrer qu'un certain groupe est moyennable à l'infini? Alors, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais je voudrais vous donner quelques motivations pour savoir pourquoi on s'intéresse à cette notion. Donc, il y a une première motivation qui vient de la topologie, de l'étude des variétés topologiques, et qui est en fait une conséquence de ce théorème, c'est que OutFn satisfait ce qu'on appelle la conjecture de Novikov. Alors, avant de vous parler de ça, je vais commencer par mentionner un premier résultat de You, qui vous dit la chose suivante. Donc, vous prenez gamma, un groupe dénombrable, et en fait que je vais supposer de type fini. Si gamma est moyennable à l'infini, alors gamma admet un plongement grossier dans un espace de Hilbert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir un plongement grossier dans un espace de Hilbert? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez trouver une fonction de votre groupe gamma à valeur dans l'espace de Hilbert qui, en un sens, va envoyer une suite qui tend vers l'infini ici dans le groupe sur une suite qui tend vers l'infini dans l'espace de Hilbert. En un sens qui est contrôlé via deux fonctions. Donc, il existe deux fonctions, ρ1 et ρ2, de 0 plus l'infini dans lui-même, croissante et tendant vers plus l'infini en plus l'infini, qui sont telles que, si vous prenez deux éléments, gamma 1 et gamma 2 dans le groupe, et que vous regardez la distance dans l'espace de Hilbert entre leurs images, eh bien cette distance va être contrôlée par la distance entre gamma 1 et gamma 2 dans le groupe pour la distance des mots sur gamma. Et le contrôle est donné par ces applications ρ1 et ρ2. Et en fait, c'est ce résultat qui a été utilisé par Gromov pour montrer l'existence de groupes qui ne sont pas moyennables à l'infini. En fait, Gromov a réussi à construire des groupes dont le graphe de Cayley contient des graphes expanseurs, et ça vous donne une obstruction à se plonger grossièrement dans un espace de Hilbert, et donc ça vous donne des exemples de groupes qui ne sont pas moyennables à l'infini.
Mais en fait, c'est en fait assez dur de construire des exemples de groupes qui ne sont pas moyennables à l'infini, et à part ces exemples de Gromov et des variations sur ces exemples de Gromov, eh bien, on ne connaît pas d'autres groupes qui ne soient pas moyennables à l'infini. Alors qu'à l'inverse, la classe des groupes qui le sont, moyennables à l'infini, est beaucoup plus riche à ce jour. Bien, donc pourquoi je mentionnais ce théorème de You dans mon paragraphe sur les applications à la topologie? Eh bien parce que You a également montré que si vous avez maintenant un groupe gamma qui se plonge grossièrement dans un espace de Hilbert, alors gamma satisfait ce qu'on appelle la conjecture de Novikov. Alors qu'est-ce que c'est que cette conjecture de Novikov? Bon, je ne vais pas vous donner un énoncé précis de la conjecture de Novikov, parce que rien que l'énoncé, ça pourrait faire l'objet d'un cours à part entière. Mais cette conjecture, elle s'inscrit dans le problème de classifier les variétés topologiques à homéomorphisme près. Et en particulier, vous avez une conjecture plus forte qui est due à Borel, qui vous dit que si vous avez deux variétés asphériques, c'est-à-dire dont tous les groupes d'homotopie sont nuls, de même groupe fondamental gamma, alors les deux variétés sont homéomorphes. D'accord? Donc on dirait qu'un groupe gamma satisfait la conjecture de Borel si dès que vous prenez deux variétés asphériques de groupe fondamental gamma, elles sont en fait homéomorphes. La conjecture de Novikov, c'est un peu plus faible. Ça ne vous dit pas que les variétés sont homéomorphes, mais ça vous dit qu'il y a un certain invariant numérique qu'on appelle les signatures d'ordre supérieur qui sont calculées en évaluant une certaine classe de cohomologie sur la classe fondamentale de la variété. Et ce que dit la conjecture de Novikov, c'est que cet invariant numérique-là ne va dépendre que du groupe fondamental gamma. D'accord? Donc c'est de ce point de vue-là une conjecture importante dans la question de classifier les variétés topologiques à homéomorphisme près. Et ça a aussi des interprétations en K-théorie, puisque la conjecture de Novikov, ça peut s'exprimer comme l'injectivité d'une certaine application en K-théorie. Donc ça, c'est une première motivation pour l'étude de la moyennabilité à l'infini. Une deuxième motivation vient de la théorie des algèbres d'opérateurs, parce qu'en fait, la moyennabilité à l'infini d'un groupe dénombrable, ça peut se réinterpréter en termes d'une certaine propriété d'une algèbre d'opérateurs naturellement associée à gamma, qu'on appelle la C étoile algèbre réduite de gamma. Qu'est-ce que c'est que cette C étoile algèbre réduite? Donc, vous pouvez regarder l'espace des opérateurs bornés sur L2 de gamma. Et le groupe gamma lui-même se plonge naturellement dans cet espace d'opérateurs bornés, puisque gamma agit sur les fonctions de carré sommable sur gamma de manière naturelle par ce qu'on appelle la représentation régulière gauche, qui est simplement donnée par l'action par translation à gauche de gamma sur lui-même. Donc ça vous donne un plongement de gamma dans cet espace d'opérateurs bornés sur L2 de gamma, et ce qu'on appelle la C étoile algèbre réduite de gamma, eh bien, c'est défini comme en fait la clôture normique de l'image de gamma dans cette algèbre d'opérateurs. Il y a un théorème, alors je ne sais pas exactement à qui l'attribuer, mais en tout cas ça apparaît dans des articles d'Ozawa et d'Anantaraman de la Roche. C'est que la moyennabilité d'un groupe dénombrable, la moyennabilité à l'infini, pardon, moyennable à l'infini, d'un groupe dénombrable, ça se réinterprète de manière équivalente en le fait que la C étoile algèbre réduite de gamma est exacte au sens où un certain produit
tensorielle avec cette étoile algèbre réduite préserve les suites exactes de ces étoiles algèbres. Donc de ce point de vue-là, le théorème sur la moyennabilité à l'infini de Houth-Fn, ça permet de faire un premier pas vers l'étude des algèbres d'opérateurs associés à ce groupe des automorphismes d'un groupe libre. Et puis, il y a une troisième motivation que je voulais mentionner, que j'ai en fait déjà évoquée à la fin du dernier cours, qui est une application à la théorie mesurée des groupes. Du point de vue de la classification des groupes dénombrables, du point de vue de l'équivalence mesurée. Donc, dans le cadre des groupes modulaires, si vous prenez le groupe modulaire d'une surface toujours fermée orientable de genre au moins 2, Kida a montré la chose suivante. Si vous avez un groupe dénombrable gamma qui est mesurablement équivalent au groupe modulaire de sigma, donc le groupe des classes d'isotopie de difféomorphisme de la surface qui en préserve l'orientation. Alors qu'est-ce que ça veut dire mesurablement équivalent? Donc ça veut dire que gamma et le groupe modulaire ont des actions qui commutent sur un certain espace borélien standard. Et ces actions, vous demandez qu'elles soient libres, qu'elles préservent la mesure sur votre espace borélien. Et surtout, un point important, c'est qu'elles aient un domaine fondamental de mesure finie. Donc si vous voulez, ça vous pouvez y penser comme un analogue mesuré à la quasi-isométrie. La quasi-isométrie, ça peut s'interpréter en disant que votre groupe, dire que gamma est quasi-isométrique au groupe modulaire, ce serait dire que gamma et le groupe modulaire ont des actions sur un espace topologique compact qui soit proprement discontinu et de quotient compact. Ça, c'est une sorte d'analogue mesuré de cette notion-là. Et donc, si vous avez un groupe dénombrable mesurablement équivalent au groupe modulaire, ce que montre Kida, c'est qu'automatiquement, gamma et le groupe modulaire sont commensurables, au sens où il existe un morphisme de gamma à valeur dans le groupe modulaire de sigma, dont l'image est d'indice fini, et le noyau est fini. D'accord? Donc ça vous donne un résultat de rigidité très fort pour les groupes modulaires du point de vue de cette notion purement mesurable. Et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce qu'en fait, un ingrédient clé vraiment dans la démonstration de ce théorème de Kida, c'est le fait que l'action du groupe modulaire de la surface sur le bord à l'infini de son complexe des courbes, qui est un espace hyperbolique sur lequel le groupe modulaire de la surface agit, bien, cette moyennabilité topologique de l'action, c'est vraiment un ingrédient clé dans la démonstration du théorème de Kida. Et donc l'espoir, c'est qu'en fait, avoir des actions moyennables de Houth-Fn nous permettent à terme d'aborder ce genre de questions de rigidité pour le groupe des automorphismes d'un groupe libre. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus au niveau des motivations, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de raisons qui poussent à étudier cette notion de moyennabilité à l'infini. Mais donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous expliquer comment utiliser les divers espaces sur lesquels Houth-Fn agit pour montrer ce résultat-là portant sur la géométrie asymptotique de Houth-Fn. Sauf si vous avez des questions, bien sûr, jusqu'ici. Bien, donc ce qu'on cherche, encore une fois, c'est un espace compact sur lequel Houth-Fn agit de manière topologiquement moyenne. Bon, bien sûr, il y a un candidat naturel d'un espace compact muni d'une action de Houth-Fn, c'est celui avec lequel on a travaillé jusqu'à présent. Houth-Fn agit
sur le compactifié de l'outre-espace de Kühler-Volkmann, qui est cet espace de classe d'homothétie d'action de Fn sur des arbres réels. Les actions, précisément, les actions très petites de Fn sur des arbres réels. Malheureusement, cette action-là, elle n'a aucune chance d'être topologiquement moyennable. Et la raison pour ça, c'est que vous pouvez trouver un arbre dans le bord de l'outre-espace dont le stabilisateur sous l'action de Hooft Fn est non moyennable. Et avoir des stabilisateurs de points qui sont non moyennables, c'est une obstruction à la moyennabilité topologique de l'action. Donc, la raison pour laquelle ça ne peut pas être topologiquement moyennable, c'est parce que vous pouvez trouver un arbre T dans le bord de l'outre-espace. Prenez par exemple l'arbre de basse serre d'un tel scindement HNN du groupe libre. Bon, bah ça, le stabilisateur d'un tel arbre, il se surjecte sur Hooft de Fn-1, et donc il contient un sous-groupe libre, il est loin d'être moyennable. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que le lemme, ce serait que si vous avez une action qui est topologiquement moyennable sur un espace X, alors le stabilisateur de tout point dans X pour cette action doit être moyennable. Ça, je ne vais pas vous le démontrer tout de suite parce qu'en fait, un peu plus tard, on va voir en fait, un énoncé plus général dont ce sera une conséquence et je le rementionnerai à ce moment-là. Mais bon, le fait est que l'action de Hooft Fn sur l'espace compact naturel auquel on pourrait penser, la compactification de l'outre-espace, n'a aucune chance d'être topologiquement moyenne. Alors comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Eh bien, la manière dont on va s'en sortir, et en fait, la stratégie générale de la preuve, elle est inspirée de la preuve de Kida dans le cadre des groupes modulaires, c'est qu'on va utiliser une sorte d'argument inductif. Et en fait, on va faire la chose suivante. On va commencer par partitionner le bord de l'outre-espace en deux sous-espaces. D'un côté, vous allez avoir les actions dites arrationnelles, qu'on a déjà rencontrées, mais dont je vais redonner la définition dans un instant. Et ce qu'on va voir, c'est que l'action de Hooft Fn sur l'espace des arbres rationnels, elle, va être moyennable. Malheureusement, cet espace d'arbres rationnels, il n'est pas compact, donc ça ne suffit pas à montrer la moyennabilité à l'infini de Hooft Fn. Et donc, il va falloir aussi dire quelque chose pour l'action sur les arbres non arrationnels. Et là, l'action sur les arbres non arrationnels, elle ne peut pas être topologiquement moyennable à cause de ce contre-exemple. Donc là, on va devoir s'en sortir autrement, et c'est là qu'il va y avoir un argument inductif. Donc, l'argument va se faire en deux étapes. En un sens, la proposition clé va être de montrer que l'action de Hooft Fn sur l'espace des arbres irrationnels est moyennable. Alors disons moyennable en un sens borélien. Et comment on va s'en sortir avec les arbres non irrationnels ? Eh bien, souvenez-vous, je vous avais dit il y a 15 jours qu'il y a un résultat de Reynolds qui vous dit qu'à tout arbre non irrationnel, vous pouvez associer de manière canonique, c'est-à-dire que vous avez une flèche Hooft Fn équivariante, un ensemble fini de classes de conjugaison de facteurs libres propres du groupe libre. Et on va voir comment utiliser cette application-là pour se ramener en fait à montrer que le stabilisateur de la classe de conjugaison d'un facteur libre propre, qui est un groupe de la forme Hooft Fn relatif à un certain facteur libre propre, ou plus généralement en fait Hooft Fn relatif à un système de facteurs libres propres, est moyennable à l'infini. Et ensuite, on pourra faire un raisonnement par induction sur la complexité du système de facteurs libres propres que vous avez ici. D'accord, donc j'ai deux choses à faire. La première, c'est vous expliquer cette proposition clé, pourquoi l'action sur les irrationnels est moyennable. Et la deuxième, c'est vous expliquer comment utiliser ça pour faire fonctionner cet argument inductif. Alors je vais commencer par la première partie et vous expliquer
pourquoi l'action sur les arbres rationnels est moyennable. Donc le but, c'est de construire une suite d'applications boréliennes de l'ensemble des arbres rationnels vus comme un sous-espace du bord de l'outre-espace vers eh bien, l'espace des probabilités. Alors ici, je devrais écrire sur le groupe OUT-FN. Je vais faire quelque chose de très légèrement différent, mais ça va être à peu près la même chose. Je vais regarder des probabilités sur l'ensemble des simplexes de l'outre-espace. Bon, mais en fait, puisque l'action de OUT-FN sur l'ensemble des simplexes de l'outre-espace est un stabilisateur de points fini, c'est vraiment la même chose d'avoir une probabilité sur l'ensemble des simplexes ou d'avoir une probabilité sur OUT-FN. Donc ça va suffire à montrer la moyennabilité de l'action. Voilà, donc ces applications, bon, il faudra qu'elles soient boreliennes, je ne vais pas insister aujourd'hui sur les arguments de mesurabilité de toutes ces applications-là. Alors, je vous rappelle la définition de ce qu'était un arbre rationnel. Donc on indique qu'un arbre dans le bord de l'outre-espace était irrationnel si, en un sens, l'action est transverse à tous les facteurs libres propres de Fn, ce qui concrètement veut dire que dès que vous prenez un facteur libre propre du groupe libre, donc un sous-groupe qui apparaît dans une décomposition de Fn en produit libre, eh bien, donc évidemment, l'action de Fn sur T, elle se restreint en une action isométrique de A sur T. Et pour cette action, vous pouvez considérer le sous-arbre minimal à invariant, qui est aussi en fait égal à l'union de tous les axes de translation d'éléments de A qui agissent de manière hyperbolique sur l'arbre T. Et on va dire que l'arbre est irrationnel si à chaque fois que vous restreignez à un facteur libre propre, automatiquement l'action devient libre et simpliciale en tant qu'action de A. D'accord ? Donc il faut penser l'action de Fn sur T, elle est loin d'être simpliciale, c'est une action de Fn à orbite dense, mais par contre, dès que vous restreignez à un facteur libre propre, d'un coup d'un seul, l'action devient libre et simpliciale. Et souvenez-vous, on avait vu ce résultat de classification de Reynolds des arbres irrationnels qui vous dit qu'étant donné un arbre irrationnel dans le bord de l'outre-espace, vous avez deux possibilités. Soit, en fait, l'action de Fn sur T est une action libre, c'est-à-dire que tous les stabilisateurs de points sont triviaux, ou alors, en fait, l'action est duale à un feuilletage mesuré qui était minimal et remplissant, ce qu'on appelle généralement un feuilletage irrationnel en fait, sur une surface qui a exactement une composante de bord, et dont le groupe fondamental est identifié à un groupe libre, au groupe libre de rang n. D'accord ? Donc vous prenez une surface à une composante de bord, et puis vous regardez un feuilletage remplissant, donc en particulier vous n'avez aucune courbe fermée simple dans le feuilletage, et l'arbre dual, l'espace des feuilles au revêtement universel, ce sera un arbre irrationnel en ce sens. Donc pour montrer ça, en fait, on va montrer indépendamment on va montrer séparément que l'action sur les arbres irrationnels libres est moyennable et que l'action sur les arbres irrationnels surface est moyennable. Et en fait, aujourd'hui, j'ai choisi de montrer de traiter uniquement le cas des arbres irrationnels libres, parce que c'est vraiment en fait le cas qui est le plus intéressant des deux. Et en un sens, le cas des surfaces, essentiellement, il était déjà compris par les travaux antérieurs de Kida et Amundstedt. Et c'est vraiment le cas des irrationnels libres qui est intéressant dans le cadre des automorphismes de groupe libre. Bien, donc en un sens, ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer d'imiter un petit peu
la preuve qu'on a vue de la moyennabilité à l'infini d'un groupe libre. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, c'est... je suis en train de dessiner l'outre-espace et son bord. Je vais me donner un arbre arrationnel libre dans le bord de l'outre-espace. Et en un sens, ce que j'aimerais dire, c'est que si je me donne deux arbres, S et S' à l'intérieur de l'outre-espace, et que je regarde un chemin de S vers T et un chemin de S' vers T, eh bien, j'aimerais qu'au bout d'un moment, ils coïncident, et comme ça, je pourrais réappliquer l'argument du cas des groupes libres. Alors, dit comme ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de regarder certaines applications de S vers T et des applications de S' vers T, et essayer, sous de bonnes hypothèses, de dire que si vous avez une application de S vers T qui factorise par un arbre U ici dans l'outre-espace qui est suffisamment proche de T, alors ça va forcer l'application de S' vers T à aussi se factoriser par U. Et ça va, d'une certaine manière, imiter ce qui se passait dans le cadre des groupes libres. Alors, je vais poser quelques définitions. Donc, quelles sont les applications avec lesquelles on va travailler? C'est ce que je vais appeler des morphismes. Donc, un morphisme de mon arbre simplicial S vers l'arbre T, ça va être une application Fn équivariante de S vers T que je vais supposer isométrique en restriction à chaque arête de S. Alors notez que pour avoir le droit de parler d'application isométrique, il faut que S et T ce soient vraiment des arbres réels et pas des classes d'homothétie d'arbres réels. Donc pour l'instant, je vais prendre S dans l'outre-espace non projectifié du groupe libre et T, un arbre rationnel dans le bord de l'outre-espace non projectifié du groupe libre. Alors il y a une remarque que je voudrais faire. Alors bon, déjà, pourquoi est-ce que ça existe, un morphisme? Comment est-ce que vous définissez un morphisme de S vers T? Bien pensé, typiquement, S, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est un graphe de Cayley du groupe libre. Comment est-ce que vous définissez un morphisme de S vers T? Bien, vous commencez par choisir un sommet dans S, et vous choisissez arbitrairement son image dans T. Ensuite, vous avez une unique manière d'étendre équivariamment à l'ensemble de tous les sommets de S, votre application. Et deux sommets vont toujours être envoyés sur des points différents parce que l'action est libre. Et ensuite, une fois que vous avez donné l'image des sommets, vous étendez simplement linéairement sur chaque arête, c'est-à-dire que vous envoyez chaque arête de manière affine. Alors, quitte à modifier les longueurs des arêtes dans S, en fait, vous pouvez faire en sorte d'envoyer chaque arête isométriquement sur une arête de T. Donc vous ne pouvez pas forcément avoir un morphisme de S vers T, mais quitte à modifier les longueurs des arêtes dans S, vous avez un morphisme de S vers T. C'est-à-dire quitte à changer l'arbre S par un autre arbre qui se projette sur le même simplex de l'outre-espace. Changer simplement les longueurs des arêtes. Voilà, et la remarque que je voulais faire, c'est qu'un morphisme est toujours surjectif Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez f de S, c'est un sous-arbre Fn invariant dans T, et comme l'action de Fn sur T est minimale, vous n'avez pas de sous-arbre invariant propre, donc en fait f de S égale à T. Voilà, et donc en fait le lemme idéal qui nous permettrait d'imiter ce qui se passe dans les groupes libres, ce serait de dire que si vous avez un morphisme de S vers T et un morphisme F' de S' vers T, et si vous avez un arbre U suffisamment proche de T en topologie de Gromov-Hausdorff équivariante, suffisamment proche en un sens à préciser, tel que F se factorise par U, alors vous voudriez qu'automatiquement F' se factorise aussi par U. Malheureusement, ça, on ne va pas pouvoir l'obtenir. Mais ce qu'on va être capable de faire, par contre, c'est en fait partitionner l'ensemble de tous les morphismes d'un arbre simplicial vers T
en un nombre fini de classes d'équivalence, de sorte que si vous avez deux morphismes dans la même classe d'équivalence, alors vous avez la factorisation, comme je l'ai expliqué. Donc comment est-ce que ça va marcher, cette chose-là? Comment est-ce qu'on essaierait de, étant donné deux morphismes f et f', de factoriser f' par u? Bon, bah, vous voulez définir votre morphisme de s' vers u, donc on va se donner un point x dans s', et je dois déterminer son image dans u. Bien, la chose naturelle à faire, c'est de regarder un petit intervalle autour de x dans s', et de commencer par regarder son image par f' dans t. Donc j'ai un petit intervalle dans s', je regarde son image par f', donc f' de i, et le point que j'ai dessiné ici comme un sommet, c'est l'image du point x qui est le milieu de i. Bon, et maintenant, ce qu'on va espérer, c'est que ce segment f' de i, il se relève isométriquement dans S, hein, c'est-à-dire que, espérons qu'on puisse trouver un segment J dans S dont l'image par f, ce soit exactement f' de i. Si on est capable de faire ça, eh bien, en un sens, on aurait envie de dire bah, l'image de x dans S, ça va être le milieu de J. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément unicité du relevé J de f' de i dans S. Donc si vous n'avez pas unicité, vous ne savez pas où envoyer x exactement. Vous avez une ambiguïté. Mais en fait, ce qui va se passer, et c'est là qu'intervient l'hypothèse que U est suffisamment proche de T, c'est que si vous avez trois segments qui sont envoyés sur le même dans T, eh bien, si vous approchez suffisamment de T en topologie de Gromov-Hausdorff équivariante, ce qui va se passer, c'est que les trois segments ils seront envoyés presque sur le même dans U. C'est-à-dire que l'image de ces trois segments J1, J2, J3 dans U va ressembler en fait à quelque chose comme ça. Et là, vous saurez où envoyer X dans U. Et comme ça, vous définissez une application de S' vers U qui va être l'application qui va, telle que F' en fait, va se factoriser par U. Voilà, alors en fait, tout ça se passe bien à condition que vous soyez capable de relever f' de i dans S. Et le problème, c'est que ça, ce n'est pas toujours possible. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours possible? Parce que alors, l'application f, elle est bien surjective, mais ce qui pourrait se passer, c'est que f' de x pourrait être un point de branchement dans T, et il se pourrait que dans S, vous ayez des segments qui par f s'envoient sur ce tournant-ci, des segments qui par S s'envoient sur ce tournant-là, mais aucun segment qui par f s'envoie sur le tournant blanc. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas relever isométriquement dans S. Et c'est là que va intervenir notre relation d'équivalence sur les classes de morphismes. C'est qu'on va dire que deux morphismes sont équivalents s'ils prennent exactement les mêmes tournants dans T, et du coup, on pourra relever f' de i si les deux morphismes sont équivalents et faire fonctionner l'argument de factorisation. Donc je vais poser ces définitions. Donc déjà, qu'est-ce que j'appelle proprement un tournant dans T? Donc étant donné un point dans T, et pensez que x, c'est un point de branchement hein, dans T, ce que j'appelle une direction dans T basée en x, eh bien, ça va être simplement une composante connexe du complémentaire de x. Et ce que j'appellerais, donc là par exemple vous avez trois directions basées en x, c'est ce que j'appellerais un tournant dans T basé en x, eh bien ça va être une paire de directions distinctes dans T basé en x. Et un point important ici, c'est que puisque l'action sur T est une action libre, eh bien en fait, par un résultat de Gaboriau-Levitt, vous n'avez qu'un nombre fini de directions en chaque point de T, et donc vous n'avez qu'un nombre fini de tournants en chaque point de T. Donc maintenant, étant donné un morphisme, eh
bien, j'appellerai la classe de tournant de F, ça va être l'ensemble des tournants dans T qui sont empruntés par F, c'est-à-dire pour lesquels il existe un segment I dans S, tel que l'image de I par F emprunte le tournant dd'. Et je dis qu'un segment emprunte dd' si votre segment il passe par I, c'est une moitié est contenue dans D, une moitié est contenue dans D'. Donc là, ce segment I emprunte dd'. Et donc la remarque, et ça utilise vraiment ici que le fait que l'action de Fn sur T est libre, eh bien vous n'avez qu'un nombre fini de tournants dans T, et comme vous n'avez par ce théorème de Gaboriau et Lévy qu'un nombre fini d'orbites de points de branchement dans T, eh bien en fait vous n'avez qu'un nombre fini de classes de tournants possibles pour les morphismes dont la cible est T. Voilà, ça utilise vraiment le fait que l'action est libre, parce que si l'action n'est pas libre, en fait, vous pouvez avoir un point dont le stabilisateur est non trivial, et à ce moment-là, ce point va être de valence infinie. Évidemment, dans ces cas-là, vous avez une infinité de tournants en ce point. Bien, et donc maintenant, notre lemme de factorisation. Il vous dit donc la chose suivante. Donc vous prenez deux morphismes, l'un de S vers T et l'autre de S' vers T, où S et S' sont à l'intérieur de l'autre espace et T, c'est l'arbre rationnel qu'on est en train de viser. Donc ça, ce sont deux morphismes. Et je vais supposer qu'ils ont la même classe de tournant. Eh bien, alors, pour tout U, pour tout arbre U dans l'autre espace, tel que F se factorise par U, et U est suffisamment proche de T, alors je vais quantifier ça en demandant que le volume du graphe quotient de U par l'action de Fn soit plus petit qu'un certain réel epsilon qui va en fait dépendre que de F et F'. D'accord? Donc pensez, l'arbre T, c'est un arbre à orbite dense. Donc le volume de T par Fn, c'est nul. Et donc si vous avez un arbre dont le volume est suffisamment petit, ça va le forcer à être suffisamment proche de T. Donc si F se factorise par U et U est suffisamment proche de T en ce sens quantitatif, alors F' se factorise aussi par U. Et vraiment, la démonstration, c'est celle que je vous ai indiquée. Vous cherchez à construire votre morphisme de F' vers U, donc partant d'un point X de S', pour déterminer son image, eh bien vous prenez un petit intervalle autour de X, vous regardez son image dans T, vous relevez dans S, et puis vous dites que puisque U est suffisamment proche de T, ça force les milieux des différentes préimages à être identifiés dans U, et c'est là-dessus que vous envoyez votre point X. Et cette construction, ça vous fait bien, c'est une construction qui est canonique et qui vous fait bien factoriser vos différents morphismes. Alors, peut-être plus précisément pour vous expliquer en particulier où intervient cette condition de volume. Donc la première chose que je fais, c'est que j'utilise le fait que mes deux morphismes sont dans la même classe de tournant, plus un argument de compacité du graphe quotient de S' par Fn, pour dire
que je peux trouver un epsilon strictement positif qui est uniforme et qui est tel que pour tout x dans S' et pour tout segment de longueur, disons 4 epsilon centré en x, eh bien l'image de I par F' se relève isométriquement dans S via l'application F. Donc, j'utilise la compacité de ce graphe quotient pour avoir un epsilon qui est indépendant de x. Bien, alors maintenant, où est-ce que je vais utiliser mon hypothèse de volume ? Donc je fais cette construction-là, je sais que ça se relève dans S, il pourrait y avoir plusieurs relevés, il faut que je montre qu'ils ont été tous identifiés dans U. Et ici, en fait, je vais utiliser un résultat de Beslina-Fein-Handel qui vous réinterprète la condition de volume en une condition sur ce qu'on appelle la constante de simplification du morphisme induit de U vers T. Donc ça vous dit que la constante de simplification du morphisme de U vers T est plus petite que epsilon. Ou qu'est-ce que c'est que cette constante de simplification ? Je vais écrire la formule et puis après je fais un dessin pour illustrer. Donc c'est vous regardez l'infimum sur tous les triplets de points x, y, z alignés dans cet ordre dans l'arbre U de la distance dans T entre FU de Y et le segment FU de X, FU de Z. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur un dessin ? Donc vous avez votre morphisme de U vers T. Vous regardez 3 points X, Y, Z qui sont alignés dans U. Vous regardez leurs images par le morphisme. Il se peut qu'elles soient plus alignées, mais cette constante-là, elle vous mesure le défaut de préservation de l'alignement de l'application. C'est-à-dire que les images de X, Y, Z, elles peuvent ressembler à ça dans T, d'accord, et dire que le BBT est plus petit qu'epsilon, ça vous dit qu'ici la distance va être plus petite qu'epsilon. Ça vous mesure le défaut de préservation de l'alignement de votre morphisme. Et pourquoi ce BBT, c'est exactement ce qu'il faut pour assurer que tous les relevés dans S ont été identifiés dans U, au moins leurs milieux ont été identifiés dans U. Bien parce que maintenant, donc si, disons, I1 et I2 sont deux relevés de F' de I dans S, donc si je regarde les images de ces deux relevés dans U, supposons que les milieux des deux images n'aient pas été identifiés. Donc par exemple, I1 serait comme ceci avec son milieu M1, et I2 serait comme cela avec son milieu M2. Alors c'est une situation possible, je ne prétends pas que c'est la seule, mais il y a un nombre fini de cas possibles. Donc ça, ce serait un cas où le milieu de I1 et de I2 n'ont pas été identifiés dans U. Bon, bah, dans ce cas-là, vous voyez que les points Y1, M1 et Y2 sont alignés dans U. Mais si je regarde la distance dans T entre l'image de M1 et le segment qui rejoint l'image de Y1 à l'image de Y2, qu'est-ce que c'est donc ? Puisque I1 et I2 sont identifiés dans T, FU de Y1 égale FU de Y2. Donc ça, c'est simplement le point FU de Y1. Et la distance entre FU de M1 et FU de Y1, c'est la même que la distance entre M1 et Y1, puisque FU est isométrique en restriction à I1. Et donc, cette distance-là, elle vaut 2 epsilon. Et ça contredit la définition du BBT. Vous avez 3 points alignés pour lesquels le défaut de préservation de l'alignement est 2 epsilon. Ça contredit le fait que le BBT est plus petit qu'epsilon. Voilà, ça termine la démonstration du lemme de factorisation.
Voilà, donc maintenant on va utiliser cette propriété de factorisation pour imiter la preuve de la moyennabilité à l'infini des groupes libres. Donc ce que je vais faire en fait, je dois associer une suite de mesures à l'arbre T. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque classe de tournant de morphisme vers T, je vais associer une suite de mesures. Et ensuite, les mesures associées à T, ça va être les moyennes des mesures correspondant à un système fini de représentants des classes de tournant. Et comment est-ce que je vais associer une suite de mesures à une classe de tournant, de morphisme? Eh bien, étant donné un morphisme entre un arbre S et T, ce qui va naturellement jouer le rôle de regarder les n premiers points sur le rayon de S vers T, ça va être en fait de regarder tous les arbres qui sont à distance bornée de S dans l'outre espace et par lesquels le morphisme F factorise et prendre une sorte de probabilité uniforme là-dessus. Et pour mesurer la distance bornée entre S et mon arbre, je vais utiliser le volume. Donc mon deuxième lemme, ça va être un résultat de finitude de l'ensemble des arbres par lesquels mon morphisme factorise, qui va me dire la chose suivante. Donc je me donne un arbre à l'intérieur de l'outre espace, T un arbre rationnel et F un morphisme de S vers T. Et je vais regarder l'ensemble des arbres U dans l'outre espace par lesquels F se factorise et qui sont à une certaine distance finie de S, et ça je vais demander en fait que le volume du graphe quotient de U par Fn soit plus grand que quelque chose comme E puissance moins T. Disons je vais mettre égal E puissance moins T. Donc ça, j'y pense comme étant la sphère de rayon T autour de S associée au morphisme F. Et ce que je prétends, c'est que, alors cet ensemble-là, il n'est pas fini parce que c'est un ensemble continu d'arbres, mais ce que je dis, c'est que les arbres là-dedans n'appartiennent qu'à un nombre fini de simplexes de l'outre espace. Se projette sur un ensemble fini. Je vais noter ST de F de simplex dans l'outre espace. Et l'idée intuitive derrière ça, c'est que cette condition de volume, ça vous dit en fait que vous vous déplacez à une distance bornée dans l'outre espace, mais comme l'outre espace est un espace qui est localement fini, si vous vous déplacez d'une distance bornée, eh bien vous ne pouvez visiter qu'un nombre fini de simplex. Bon, en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Et en fait, c'est important que l'arbre T soit rationnel pour que la preuve fonctionne. Donc l'argument un peu plus précis, c'est de dire, donc, si cet ensemble était infini, je pourrais trouver une suite d'arbres UN dans ce que j'ai appelé ST tilde de F qui se projette sur des simplexes de 2 à 2 distincts. Donc comme les arbres UN se projettent sur des simplexes distincts, si j'en prends une limite, peut-être quitte à extraire, eh bien l'arbre limite, ça va être un point qui est dans le bord de l'outre espace, et pas un arbre simpliciel libre. Donc j'ai un arbre qui est dans le bord de l'outre espace, qui vérifie les propriétés suivantes. Donc comme les volumes de tous les UN sont égaux, en fait à la limite, ça vous dit que le volume de U infini est au moins égal à E puissance moins T, parce que c'est une fonction, le volume qui est semi-continu supérieurement, en fait. Donc ça vous dit en particulier que, puisque tous les volumes ici sont les mêmes, l'arbre à la limite ne peut pas être un arbre à orbite dense. Et de plus, puisque vous avez des morphismes de UN vers T, à la limite, vous allez obtenir un morphisme de U infini vers T. Donc ça veut dire que vous avez un morphisme d'un arbre qui n'est pas à orbite dense vers T. Mais puisque votre arbre n'est pas à orbite dense, ce n'est pas un arbre rationnel,
Donc vous pouvez trouver un facteur libre propre dont l'action là-dessus est une action à orbite dense. Et maintenant, si vous propagez par le morphisme, ça vous donne que l'action du facteur libre propre là-dessus, sur T, va être à orbite dense, ce qui va contredire la rationalité. Voilà, donc ça montre la finitude de cet ensemble d'arbres par lesquels f se factorise. Et maintenant, j'ai en fait tous les ingrédients pour terminer la démonstration de la moyennabilité de l'action sur les arbres à rationnel libre. Donc, il faut que j'associe, étant donné un morphisme entre deux arbres, un arbre à l'intérieur de l'outre espace et mon arbre rationnel, je veux associer une suite de mesures de proba mu n de f sur l'ensemble des simplexes de l'outre espace. Et ce que je vais faire, c'est que moralement, je vais prendre la mesure uniforme sur tous les arbres de volume au moins e puissance moins n, disons, par lesquels f factorise. Alors peut-être je ne vais pas prendre tous les arbres de volume plus grand que e puissance moins n, mais je vais prendre de volume compris entre e puissance moins 2n et e puissance moins n, quelque chose comme ça. Donc je vais intégrer, disons, entre n et 2n, la mesure uniforme sur st de f. Ça me donne une mesure de probabilité sur l'ensemble des simplexes de l'outre espace. Et maintenant, j'ai deux remarques importantes. La première remarque, c'est que si je prends deux morphismes qui ont la même classe de tournant, eh bien, pour n suffisamment grand, mon lemme de factorisation, il me dit que les arbres qui factorisent par S sont les mêmes que les arbres qui factorisent. Les arbres par lesquels f factorise sont les mêmes que les arbres par lesquels f' factorise, c'est-à-dire que Sn de f égale Sn de f', et donc mu n de f égale mu n de f'. Ça, c'est vraiment une retraduction du lemme de factorisation. Et le deuxième point important, c'est que donc jusqu'ici, j'ai travaillé avec des arbres non projectifs, mais en fait, j'affirme que mes mesures, asymptotiquement, elles ne dépendent vraiment que de la classe projective des arbres S et T, c'est-à-dire que si lambda est dans R plus étoile, et si je regarde les mesures mu n associées au morphisme lambda f, qui serait le morphisme entre l'arbre lambda s, où vous avez dilaté la métrique par lambda, et l'arbre lambda t, où vous avez dilaté la métrique par lambda, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, les arbres par lesquels lambda s factorise, c'est exactement les lambda u tels que f factorise par u. Et donc, en fait, vous remarquez que si vous remplacez f par lambda f, vous avez simplement un décalage au niveau des volumes, c'est-à-dire que vous êtes en train d'intégrer entre quelque chose comme n plus log lambda et 2n plus log lambda au lieu d'intégrer entre n et 2n. Et donc, en fait, la conclusion, c'est que la différence en norme entre mu n de lambda f et mu n de f tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Bien, et donc à partir de ces observations, eh bien, je peux enfin vous définir les mesures associées à T. Donc, j'ai donc maintenant non pas vraiment un arbre rationnel, mais une classe d'homothétie d'arbres rationnels, un élément du compactifié de l'outre-espace projectif de Kühler et Volkmann. Je vais me fixer une section continue de l'outre-espace projectif vers l'outre-espace. Ça existe parce que vous pouvez trouver un élément de Fn dont la longueur de translation dans tout arbre au bord est strictement positive. Vous n'avez qu'à ici prendre le représentant dans lequel la longueur de translation vaut 1, par exemple. Et du coup, comment je définis ces mesures? Eh bien, je prends simplement la moyenne des mu n de f, où f,
varie dans un ensemble fini de représentants des classes de tournants de morphisme dont la cible, c'est mon arbre T, ou disons que je devrais écrire l'arbre θ de T. Et ça, j'affirme que c'est bien asymptotiquement équivariant, parce que si je regarde les mesures, je dois comparer ça avec phi-1 de nu n de phi t, où phi, c'est un élément de Hooft Fn. Donc les mesures associées à phi t, eh bien, ça va être la moyenne des mu n de f', où f' varie dans un ensemble de représentants des classes de tournant vers θ de phi de t. Et donc ça, eh bien, c'est la moyenne des mu n de f' sur un ensemble de représentants, notons le x', des classes de tournants de morphisme vers, donc l'arbre à considérer, ça va être phi-1 de θ de phi de t. Mais ça, la classe d'homothétie de phi-1 de θ de phi de t, c'est simplement la classe de t. Donc cet arbre, c'est un arbre qui est homothétique à t. Bon, mais maintenant, par ma deuxième remarque, comme j'ai un arbre homothétique à t, asymptotiquement, je peux faire comme si cet arbre, c'était l'arbre t. Faisons comme si phi-1 de θ de phi de t est égal à t. Eh bien maintenant, vous voyez que, en utilisant la première remarque, pour chaque morphisme f dans cet ensemble de représentants x, eh bien, il va y avoir exactement un morphisme f' dans l'ensemble de représentants x' qui a la même classe de tournant, et donc pour lequel mu n de f égale mu n de f'. Et donc en fait, vous êtes en train de faire les moyennes exactement des mêmes mesures, et donc ça vous dit que ces deux mesures-là sont en fait égales si vraiment cet arbre est égal à t, et si c'est lambda t, elles vont être asymptotiquement égales. Donc ça vous donne bien l'équivariance asymptotique de ces mesures-là. Et donc ça termine la preuve de la moyennabilité de l'action sur les arbres à rationnel libre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Sinon, je vais passer à la deuxième partie de l'argument, qui est donc de faire marcher l'argument d'induction pour, à partir de ce qu'on a fait jusqu'ici, déduire la moyennabilité à l'infini de Hooft Fn. Et cet argument d'induction va être en fait complètement indépendant de ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, tenons pour acquis le fait que l'action de Hooft Fn sur les arbres irrationnels est moyennable, et voyons comment, par un argument inductif, terminer la preuve de la moyennabilité à l'infini de Hooft Fn. Bien, alors en fait, bon, je vous ai expliqué pourquoi l'action de Hooft Fn sur les arbres irrationnels était moyennable. Plus généralement, ce qu'on montre, c'est qu'étant donné un système de facteurs libres de Fn, donc je vous rappelle ça veut dire que vous êtes en train de regarder une décomposition de Fn en un produit libre dont vous avez spécifié un certain nombre de facteurs A1 jusqu'à AK, et F, c'est exactement l'ensemble des classes de conjugaison des AI. Du coup, vous pouvez regarder le groupe des automorphismes de Fn qui non seulement préservent la classe de conjugaison de chacun des AI, mais en plus agissent simplement par conjugaison sur chacun des AI, donc agissent trivialement sur chacun des AI. Et ce groupe-là agit sur une notion d'arbre irrationnel relativement à F. Vous avez une notion de facteur libre relatif à F, et ça va être un arbre dans lequel, si vous restreignez l'action à un facteur libre propre relatif à F, eh bien automatiquement l'action devient simpliciale et les seuls stabilisateurs de points sont ceux contenus dans F. Vous avez une notion d'arbre rationnel relatif avec laquelle on a déjà travaillé. Et donc ce qu'on montre, c'est que là aussi l'action est moyennable en un sens boré.
Donc on peut étendre ce que j'ai fait jusqu'ici en un cadre relatif, même si en fait la démonstration est un petit peu plus délicate dans le cadre relatif, parce que maintenant les actions que vous avez ne sont plus des actions libres, puisque vous avez les sous-groupes AI qui fixent des points dans les arbres que vous êtes en train de considérer. Donc puisque vous n'avez pas des actions libres, c'est plus vrai qu'il y a un nombre fini de classes de tournants, donc il faut travailler un petit peu plus pour construire les mesures de proba. Bien, donc où est-ce qu'on en était? Donc, on avait partitionné le bord de l'outre-espace en deux sous-espaces tout à fait invariants. D'un côté, les arbres rationnels, et on a vu comment construire une suite d'applications asymptotiquement équivariantes à valeur dans les probas sur UTFN. Et puis de l'autre, les arbres non irrationnels. Et ici, je vous avais dit, vous avez ce théorème de Reynolds qui vous permet de trouver des vraies applications UTFN équivariantes vers l'ensemble des ensembles finis de classes de conjugaison de facteurs libres propres du groupe libre. Un ensemble fini de classes de conjugaison, je peux voir ça aussi comme une probabilité à valeur finie sur cet ensemble qui est un ensemble dénombrable. Donc ces deux ensembles-là sont des ensembles dénombrables. J'ai noté D leur union. Et donc on veut se ramener par induction à devoir montrer la moyennabilité à l'infini du stabilisateur d'une classe de conjugaison de facteurs libres propres. Eh bien ça va être possible grâce à la proposition suivante qui est due à Ozawa. Qui vous dit la chose suivante. Donc c'est quelque chose de très général. Vous avez un groupe gamma dénombrable qui agit sur deux espaces. D'un côté, vous avez un espace compact, X, et pour nous, ce sera le compactifié de l'outre-espace de Kühler et Volkmann. Et d'autre part, sur un espace dénombrable D, qui là-bas est la réunion des deux espaces que j'ai écrits. Et on va supposer on va faire les deux hypothèses suivantes. Donc la première, c'est qu'il existe une suite d'applications boréliennes de X à valeur sur l'espace des probabilités, non pas sur le groupe gamma, mais sur l'espace dénombrable D sur lequel vous êtes en train d'agir, qui soit asymptotiquement équivariante, au sens où pour tout gamma et tout X dans X, eh bien la norme 1 de la différence entre nu-n gamma X et gamma nu-n X tendent vers 0. Donc ça, c'est ce qu'on a dans notre contexte, c'est ce qu'on a établi jusqu'ici. Et la deuxième hypothèse, et c'est ce qui va permettre de passer à la récurrence, c'est de demander que le stabilisateur sous l'action de gamma de tout point de D est moyennable à l'infini. Pour nous, il faudra dire que le stabilisateur d'une classe de conjugaison de facteurs libres propres est moyennable à l'infini. Et la conclusion, c'est que gamma lui-même est moyennable à l'infini. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire le raisonnement par récurrence. Alors, ici, une question naturelle que vous pourriez me poser, c'est à la fin, est-ce qu'on a juste abstraitement la moyennabilité à l'infini ou est-ce qu'on peut vraiment construire un espace compact avec une action topologiquement moyennable de gamma? En fait, il y a une version un peu plus concrète de la proposition d'Ozawa. Vous demandez que gamma agit sur deux espaces compacts X et Y. Et ici, l'hypothèse que vous faites, c'est que si vous regardez l'action du stabilisateur de D sur Y, par restriction de l'action de gamma, vous demandez que cette action-là soit topologiquement moyennable. Alors la conclusion, c'est que l'action de gamma sur le produit cartésien X croix Y est topologiquement moyennable. Et donc,
Lorsqu'on applique OutFN, si vous suivez bien la preuve pas à pas, en fait, ça nous permet de construire un espace compact explicite avec une action topologiquement moyennable de OutFN qui va être un gros espace produit de plein de bords d'outre-espace associés à tous les systèmes de facteurs libres de Fn. Alors, je voudrais tout de suite mentionner un certain nombre de conséquences assez générales de cette proposition d'Ozawa. Donc un premier corollaire, c'est que si vous avez un groupe qui a une action topologiquement moyennable sur un espace compact X, et si gamma' est un sous-groupe de gamma, eh bien alors, l'action de gamma' sur X est aussi topologiquement moyennable. D'accord? Ça, vous le voyez, simplement en prenant pour espace dénombrable eh bien, le groupe gamma lui-même. Donc si vous appliquez avec gamma' agissant sur X et sur gamma, vous avez bien une suite d'applications équivariantes de X vers les probabilités sur gamma. Ça, c'est parce que l'action de gamma sur X est topologiquement moyennable. Et puis, comme vous regardez l'action par translation à gauche de gamma' sur gamma, le stabilisateur d'un point, il est toujours fini. Donc en fait, son action sur un point est topologiquement moyennable. Et du coup, vous en déduisez que l'action de gamma' sur X est topologiquement moyennable. Et plus généralement, si vous regardez l'action de gamma' sur X', où X' est un sous-ensemble gamma' invariant de X, eh bien, cette action va être topologiquement moyennable, par le même argument. Donc ça vous dit en particulier, si vous prenez pour gamma' le stabilisateur d'un point petit x de grand X, eh bien, l'action de gamma' sur un point doit être moyennable, ce qui veut dire exactement que le stabilisateur de petit x doit être moyennable. C'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure, que si vous avez une action topologiquement moyennable, les stabilisateurs de points doivent être moyennables. Une autre conséquence de cette proposition d'Ozawa, c'est que une extension de groupe dénombrable moyennable à l'infini est encore moyennable à l'infini. Et ici, comment est-ce que vous voyez ça? Eh bien, donc supposons que vous ayez une extension de groupe. Je note le quotient Q et le noyau N. Et je sais que N et Q sont moyennables à l'infini. Donc en particulier, ça me donne une action de Q sur un espace compact XQ qui est topologiquement moyennable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour X, je vais prendre XQ dans la proposition d'Ozawa, et pour D, je vais prendre le groupe Q. Bon, bien, j'ai bien des applications équivariantes de XQ vers les probabilités sur Q. Ça, c'est le fait que l'action de Q sur XQ est topologiquement moyennable. Donc, la première proposition est bien satisfaite. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le stabilisateur d'un point de Q pour l'action de gamma? Eh bien, il va être isomorphe au noyau N de l'extension, qui est donc moyennable à l'infini. Et vous en déduisez que gamma est moyennable à l'infini par le théorème d'Ozawa. Voilà, donc il y a des petites conséquences comme ça de cette proposition d'Ozawa. Alors par des méthodes un peu similaires, vous pouvez aussi facilement voir qu'une extension finie d'un groupe moyennable à l'infini va aussi être moyennable à l'infini. Donc si vous avez un groupe gamma qui possède un sous-groupe d'indices finis qui est moyennable à l'infini, alors gamma est moyennable à l'infini. Voilà, alors, j'ai l'intention de vous donner une démonstration de la proposition d'Ozawa, mais avant ça, je vais finir la preuve de la moyennabilité à l'infini de OutFN à partir de cette proposition. Et en fait, alors vous commencez à avoir l'habitude, puisque je fais une démonstration de ce genre-là
à chaque leçon. Ce qu'on va montrer, c'est on va montrer par récurrence que le groupe des automorphismes extérieurs de Fn qui agissent par conjugaison sur un système de facteurs libres F est moyennable à l'infini. Et c'est une récurrence sur la complexité du système de facteurs libres que j'avais défini comme la paire formée du nombre de facteurs AI plus le rang de la partie libre de la décomposition, et le rang de la partie libre de la décomposition, ces paires étant ordonnées lexicographiquement. Bon, et bien comme d'habitude, on doit commencer par étudier ce que j'ai appelé les cas sporadiques. Donc il y en a deux. Soit Fn se décompose en un produit libre de A et B, et la collection F est simplement faite de la classe de conjugaison de A et de la classe de conjugaison de B. Bon, bah alors on avait vu par un théorème de Leavitt que out Fn, les automorphismes qui agissent trivialement à la fois sur A et sur B, c'est isomorphe. Alors je vous avais dit A croix B, j'apporte un petit rectificatif. En fait, il faudrait vraiment écrire A sur le centre de A, croix B sur le centre de B. Parce que donc un morphisme qui agit trivialement à la fois sur A et sur B, c'est simplement vous faites une conjugaison partielle sur A et une conjugaison partielle sur B. Si A et B sont des groupes libres non abéliens, c'est vraiment A croix B, mais si l'un des deux est un facteur Z, évidemment une conjugaison partielle sur Z, ça ne fait rien du tout, donc dans ces cas-là, vous avez un groupe trivial et pas Z. Bon, mais en tout cas, ça c'est un produit de deux groupes libres. On a vu que les groupes libres sont moyennables à l'infini, donc eh bien, un produit direct de deux groupes libres est encore moyennable à l'infini, et donc ce groupe-là est bien moyennable à l'infini. Et ensuite, vous avez le cas où Fn, c'est une extension HNN, et la collection F, c'est simplement la classe de conjugaison de C. Alors, on a vu par le même résultat de Leavitt que ce groupe-là a un sous-groupe d'indice 2 qui est isomorphe à C croix C. Bon, alors pareil, en fait, si c'était F2 égale Z étoile, il faudrait que je quotiente par le centre de C. Mais dès qu'on est en rang n supérieur ou égal à 3, c'est simplement C croix C. Et donc, là encore, un produit de deux groupes libres, c'est moyennable à l'infini. Donc, on a bien vérifié que dans les cas sporadiques, ce groupe-là des automorphismes qui sont l'identité sur les facteurs dans F est moyennable à l'infini. Et donc, il me reste à voir le cas non sporadique. Bon, mais dans ce cas-là, on va utiliser la décomposition qui est encore au tableau. Donc, de même que vous avez un outre espace pour Fn, vous avez un outre espace pour Fn relatif à F. Vous regardez des actions simpliciales de Fn dans lesquelles les seuls stabilisateurs de points, ce sont exactement les AI. Le bord, vous pouvez le partitionner en des arbres qui sont irrationnels relativement à F, et puis les autres. Et puis, donc c'est ce que je vous ai dit. Dans le cadre relatif, on est encore capable de construire ici des mesures de probabilité asymptotiquement équivariantes sur ce groupe-là. Et le même théorème de Reynolds s'applique dans le cadre relatif pour vous associer à tout arbre non irrationnel un ensemble fini de classes de conjugaison de facteurs libres propres de Fn relatifs à F. Et donc, on est exactement dans le cadre d'application de la proposition d'Ozawa. Donc la première partie est vérifiée. Et pour la deuxième, il faut que je vérifie que le stabilisateur d'un facteur libre propre est bien moyennable à l'infini. Donc je me donne A, un facteur libre propre de Fn relatif à F. Eh bien, si vous regardez un morphisme qui stabilise A, évidemment, il induit un automorphisme de A, donc vous avez une application vers les automorphismes de A, mais puisque vous étiez l'identité en restriction à F, vous êtes l'identité sur les facteurs dans F qui sont encore dans A.
Et le noyau de cette application, c'est exactement les automorphismes qui agissent par l'identité non seulement sur F, mais aussi sur A. Et puis là, je vous ai déjà dit que ces deux paires-là sont de complexité moindre que Fn relativement à F. Donc par induction, ces deux groupes-là sont moyennables à l'infini. Et puisqu'une extension de groupe moyennable à l'infini est moyennable à l'infini, eh bien vous en déduisez que le stabilisateur de A est moyennable à l'infini. Donc ça vous vérifie la deuxième hypothèse dans la proposition d'Ozawa. Et du coup, eh bien, vous êtes dans les conditions d'application de cette proposition, et vous en déduisez que out Fn, F relatif à T, est moyennable à l'infini. Donc on a bien montré ça par récurrence. Évidemment, si vous prenez pour F le système vide, eh bien vous avez que out Fn est moyennable à l'infini, et ça termine l'argument d'induction. Voilà, donc il me reste encore une bonne vingtaine de minutes. Je voudrais vous donner une idée de la démonstration de ce critère d'Ozawa. Comme ça complétera vraiment la preuve de la moyennabilité à l'infini modulo montrer la moyennabilité sur les actions rationnelles, sur les arbres rationnels dans le cadre relatif. Alors peut-être ici, je vais en profiter pour commencer par vous expliquer pourquoi il suffit de travailler avec des actions boréliennes, c'est ce que j'avais annoncé au début, et pourquoi à partir d'une suite d'actions boréliennes comme ceci, vous pouvez en fait construire une suite d'applications continues. Donc la démonstration que je vous propose ici, c'est vraiment la démonstration d'Ozawa. Donc la première chose à faire, c'est montrer qu'on peut remplacer notre suite d'applications boréliennes par une suite d'applications continues. Ou en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, étant donné un ensemble fini E de gamma et epsilon strictement positif, je voudrais montrer l'existence d'une application continue de x à valeur dans les probabilités sur gamma, qui est telle que, pour tout S dans ma partie finie E, le suprémum sur tous les éléments de x de la différence en norme entre nu Sx et S nu x est plus petit que epsilon. Ça, c'est bien équivalent à la moyennabilité à l'infini, parce que dire que vous pouvez trouver une suite d'applications continues qui soit asymptotiquement équivariante pour tous les éléments de gamma, ou dire que pour toute partie finie de gamma, vous pouvez rendre cette différence plus petite que epsilon, c'est bien la même chose. Voilà, donc je cherche à faire ça. Donc, étant donné une application continue mu de x, donc dans mon cas, j'ai écrit gamma, mais en vérité, ici, je cherche des probabilités sur D. Donc, étant donné une application continue de x à valeur dans les probabilités sur D, je vais lui associer une fonction continue f mu de x à valeur dans R, qui est définie de la manière suivante. F mu de x, ça va être défini simplement comme la somme sur les éléments de ma partie finie de la différence en norme entre mu Sx et S mu x. De sorte que vous voyez, mon but, c'est vraiment en fait de montrer que l'application nulle est dans l'adhérence forte des applications F mu. Bon, mais maintenant, il y a un petit argument de convexité qui fait qu'il est facile de voir que si vous regardez la fonction f associée à une moyenne de probabilité mu k, c'est toujours plus petit que la moyenne des fonctions f associées aux probabilités mu k. Ça,
somme de alpha k égale 1 et alpha k positif. Donc finalement, il suffit de voir que 0 est dans l'adhérence de l'ensemble convexe engendré par les fonctions f mu. Et par le théorème d'Hahn-Banach, il suffit en fait de voir que c'est dans l'adhérence faible. D'accord, mais donc notre espace X, c'est un espace compact. Vous savez le théorème de représentation de Riesz qui vous dit que le dual des fonctions continues sur le dual des fonctions continues sur X, c'est les mesures de probabilité borélienne régulière sur X. Donc vraiment, ce que vous devez faire, c'est étant donné un ensemble fini de probabilités sur X, trouver une application mu continue de X à valeur dans les probabilités sur D qui va rendre l'intégrale de f mu contre ces probabilités sur X aussi petite que vous voulez. Donc je vais me donner une mesure de probabilité sur X. Je vais chercher à construire une fonction, une proba nu qui, telle que f nu intégré contre m, soit arbitrairement petite. Bien, donc je vais utiliser mon hypothèse qui me dit que je peux trouver une application borélienne de X à valeur dans les probabilités sur D qui est telle que... Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais regarder l'intégrale sur X de la somme pour les éléments S dans E de la différence entre état Sx et S état X, intégré pour la mesure M, est plus petite que epsilon. D'accord, donc ça, je peux bien faire parce que j'ai une suite de mesures nu n pour lesquelles ça tend vers 0. Et donc, par convergence dominée, en fait, quand je remplace ici état par nu n, ça va converger vers 0. Donc, je peux trouver une fonction état pour laquelle c'est plus petit qu'epsilon. Bien, alors, je vais maintenant faire la chose suivante. Je dis que je peux trouver un ensemble fini dans F sur lequel tout va se passer d'une certaine manière. Si j'intègre sur X la somme des états X de D pour D dans F dm de X, ça, donc si je fais la somme sur D, c'est égal à 1. Et donc si je prends F suffisamment grand, je peux le rendre arbitrairement proche de 1. Et l'intérêt, c'est qu'en faisant ça, je me ramène simplement à un ensemble fini de fonctions boréliennes X associe état X de D, où D varie dans l'ensemble fini F. Et maintenant, chacune de ces fonctions boréliennes, par le théorème de l'usine, je vais pouvoir l'approximer par une fonction continue. Et comme j'en ai qu'un nombre fini, ça me permet vraiment de trouver une application continue de X à valeur dans les probas sur D, qui est telle que, si je regarde l'intégrale sur X de la différence en norme entre état X et nu X, eh bien, sur F, je peux rendre état X et nu X aussi proches que je veux, et en dehors de F, tout ce qui se passe est négligeable. Donc ça, je peux le rendre plus petit que 2 epsilon sur le cardinal de E, et je peux même en fait supposer que pour tout X, le support de nu X est contenu dans mon ensemble fini F. Bon, mais maintenant, ça me donne exactement ce que je veux, puisque si j'intègre la fonction f nu de X contre ma probabilité M, eh bien, donc ça, par définition de f nu, je suis en train d'intégrer la somme pour S dans E de la différence en norme entre nu Sx et S nu X contre la fonction M. Mais grâce à ça,
En fait, je peux remplacer ici nu par état, modulo une erreur de 4 epsilon, disons, puisque je somme sur tous les éléments dans E, donc je vais avoir 4 epsilon sur le cardinal de E fois le cardinal de E. Donc ça, je peux le majorer par l'intégrale sur x de la somme de la différence entre eta Sx et S eta x à une erreur de 4 epsilon près. Mais ceci, je sais que c'est plus petit que epsilon, et donc j'ai bien rendu l'intégrale de f nu contre m arbitrairement petit, ce qui me dit bien que 0 est dans l'adhérence faible des fonctions f mu, et par le théorème d'Albanach, en fait, 0 est dans l'adhérence forte des fonctions f mu, ce qui veut dire, ce qui conclut, ce qui me permet de construire une application continue comme ceci. Voilà, donc ça vous explique pourquoi, en fait, partant d'applications boréliennes, je peux en fait trouver une suite d'applications continues qui vérifient l'équivariance asymptotique avec en fait uniformité sur x. Maintenant, étant donné ça, je vais vous expliquer comment construire une suite de probabilités, une suite de fonctions de x croix y à valeur dans les probabilités sur gamma asymptotiquement équivariants. Donc maintenant, mon but, c'est, je me donne de nouveau une partie finie de gamma et epsilon strictement positif. Je veux construire une application continue de x croix y à valeur dans les probabilités sur gamma, qui est telle que, pour tout S dans E, si je regarde la différence en norme entre la mesure associée, à Sx, Sy, la S translatée de la mesure associée à xy, ce soit plus petit que epsilon, et ce, uniformément en x et y. D'accord ? Et ce que je me suis donné, c'est une fonction continue nue de x à valeur dans les probabilités sur mon ensemble dénombrable, qui vérifie le même genre de choses. Donc pour tout S dans E, si je regarde le suprémum sur x de la différence en norme entre nu Sx et S nu x, c'est plus petit qu'epsilon. Voilà, et l'idée, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser notre deuxième hypothèse pour, d'une certaine manière, construire les mesures mu xy en moyennant les mesures nu x par des mesures sur ces différents stabilisateurs. Et en fait, je vais commencer par ramener toutes les mesures sur les stabilisateurs de D en des mesures sur les stabilisateurs de points D qui sont dans un ensemble, dans un domaine fondamental pour l'action de gamma sur D. Je vais faire une petite hypothèse simplificatrice, simplement pour simplifier les notations, mais c'est vraiment pas grand-chose. Je vais supposer que l'action de gamma sur D est transitive, de sorte que tout point dans D sera dans l'orbite d'un certain élément D0 que je me fixe une fois pour toutes. Et du coup, je vais utiliser ma deuxième hypothèse pour dire que je peux trouver une fonction zeta continue de y à valeur dans les probabilités sur le stabilisateur de D0, qui est contenu dans gamma, qui est tel que, de nouveau, pour tout test dans E, ou en fait dans n'importe quel... Enfin, je peux changer ici mon ensemble fini. Le suprémum sur y de la norme de zeta sy moins s zeta y va être plus petit qu'epsilon. Et maintenant, voici comment je vais construire les mesures mu xy. Pour mu xy, je vais prendre la somme pour D dans D de nu x de D. Et puis ici,
je vais mettre une probabilité définie comme zeta, mais que je vais en un sens ramener sur le stabilisateur de D0 en écrivant sigma de D, zeta de sigma de D moins 1 Y. Ou qu'est-ce que c'est que sigma de D? Je choisis sigma de D de sorte que sigma de D m'envoie D0 sur D. Et maintenant, si j'utilise cette définition-là, eh bien, vous pouvez vérifier l'équivariance, faisons-le. Si je calcule S mu xy, eh bien, par définition, c'est la somme pour D dans D, mais en fait, comme je pouvais prendre mes mesures nu x à support dans un ensemble fini, c'est ce qui m'était sorti de la première partie de la preuve. En fait, je suis en train de faire une somme vraiment sur un ensemble fini de nu x de D fois S sigma de D, zeta sigma de D moins 1 Y. Et ici, je vais réécrire ça comme la somme pour D dans F des nu x de D fois sigma de SD moins 1, pardon, sigma de SD moins 1 S sigma de D, zeta sigma de D moins 1 Y. Quel est l'avantage d'avoir réécrit ça comme ça? C'est qu'ici, j'ai fait apparaître un élément du stabilisateur de D0. En effet, si je regarde, si je calcule sigma de SD moins 1 S sigma de D appliqué en D0, donc ici, on voit que c'est égal à D. Et maintenant, SD, c'est égal à sigma de SD fois D0, donc sigma de SD moins 1 SD, c'est bien égal à D0. Donc comme ça, je me suis ramené à un élément ici qui est dans le stabilisateur de D0, et je vais pouvoir utiliser l'équivariance de mes fonctions de zeta pour dire que modulo une erreur qui ne dépend que de mon epsilon, donc modulo une erreur epsilon s, ce S mu xy, c'est à peu près égal à la somme pour D dans F des nu x de D fois, eh bien ici, je peux utiliser l'équivariance et écrire sigma de SD fois la mesure nu en cet élément-là appliqué à sigma de D moins 1 Y, c'est-à-dire sigma de SD moins 1 S Y. Et maintenant, je vais de nouveau utiliser l'équivariance asymptotique, mais pour mes mesures nu x, pour écrire que c'est presque la même chose que la somme des nu Sx de SD, sigma de SD, zeta sigma de SD moins 1, SY. Et ça, vous voyez, donc la somme pour D dans F, les SD, la somme sur les SD ou la somme sur les D, c'est la même chose. Et donc ici, on reconnaît mu Sx, Sy. Donc comme ça, en faisant une sorte de moyennage des moyennes, on arrive à construire des mesures mu xy qui sont proches d'être équivariantes avec une erreur aussi petite qu'on veut. Et donc ça termine la démonstration de la proposition d'Ozawa et ça termine la preuve de la moyennabilité à l'infini de Houtefeld. Voilà, j'espère que cette série de cours aura permis de vous montrer comment l'étude de la géométrie de ces différents espaces sur lesquels agit Houtefeld, à la fois l'outre-espace de Kühler et Volkmann, ces différents espaces hyperboliques qu'on a vus, le complexe des facteurs libres, des scindements libres, permettent vraiment de montrer un certain nombre de propriétés intéressantes sur la structure de Houtefeld en tant que groupe. On a vu des propriétés algébriques sur la classification des sous-groupes, des propriétés de rigidité, ici des propriétés qui concernent plus la géométrie asymptotique. Bon, évidemment, il a fallu que je fasse des choix, et ça, c'est qu'un petit panorama de ce qu'on est capable de montrer sur Houtefeld à partir de l'étude de la géométrie de ces espaces. En particulier, je ne vous ai pas parlé d'homologie, de calculer les groupes d'homologie ou de cohomologie de Houtefeld. Mais ça, il y a des travaux qui ont démarré, notamment avec les travaux de Hatcher et Volkmann, et qui vous permettent de comprendre cette homologie en étudiant la topologie de complexes comme le complexe des facteurs libres ou le complexe des scindements libres. Je ne vous ai pas parlé non plus de marche aléatoire sur Houtefeld.
En fait, grâce à ces espaces, on peut montrer des résultats sur les produits aléatoires d'automorphisme du groupe libre, qui sont un petit peu analogues à ce qu'on sait faire depuis les travaux de Furstenberg sur les produits aléatoires de matrices, qui seraient des automorphismes de groupes abéliens libres. Et donc en particulier, on est capable de comprendre, étant donné, si vous vous donnez un élément du groupe libre et que vous appliquez un produit aléatoire d'automorphisme du groupe libre, eh bien, comment asymptotiquement la longueur des mots de l'élément que vous allez obtenir au temps n va croître lorsque n tend vers plus l'infini, avec des résultats tout à fait analogues à ce que Furstenberg a montré pour un produit aléatoire de matrice. Et là encore, la manière dont on étudie ces marches aléatoires, eh bien, c'est en étudiant la marche aléatoire réalisée sur l'outre-espace de Kühler et Volkmann, par exemple. Voilà, et puis, bien sûr, il y a encore un certain nombre de questions ouvertes. C'est encore un domaine en pleine expansion, l'étude de Hout-Fn. J'ai déjà mentionné quelques questions au cours des exposés, par exemple des questions sur la rigidité quasi isométrique ou la rigidité mesurée. Pour Hout-Fn, je pourrais ajouter le problème de savoir si Hout-Fn a la propriété T, qui a été montré dans le cas n égale 5 très récemment par Kaluba, Novak et Ozawa. Et je dirais aussi qu'une question particulièrement importante, qui est toujours ouverte sur Hout-Fn, c'est finalement la question de comprendre Hout-Fn en tant qu'objet géométrique, c'est-à-dire comprendre la métrique des mots sur Hout-Fn. Ça, c'est une grande différence entre ce qu'on sait faire sur les groupes modulaires de surface et ce qu'on sait faire sur Hout-Fn. C'est que dans le cadre des groupes modulaires de surface, on sait, par les travaux de Maizur-Minsky ou les travaux plus récents de Bezvina, Bromberg et Fujiwara, relier vraiment la distance des mots sur le groupe modulaire d'une surface aux différentes distances sur des complexes hyperboliques associés à la surface, comme le complexe des courbes ou les complexes des courbes associés à différentes sous-surfaces de sigma. Vous avez une formule notamment qui exprime la distance dans le groupe modulaire comme la somme de la distance dans le complexe des courbes et des distances dans toutes les complexes des courbes de toutes les sous-surfaces de sigma. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire dans Hout-Fn, et on a en fait très peu d'accès à la distance vraiment des mots sur le groupe Hout-Fn. Donc je pense que c'est un enjeu majeur dans la recherche à venir sur Hout-Fn. Voilà, j'espère encore une fois que ça a permis de donner un petit panorama, malgré tout, des techniques qu'on utilise pour comprendre ce groupe Hout-Fn, et je vous remercie de nouveau pour votre attention.